Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de cette série consacrée à l'impact du numérique sur la société. Et, comme annoncé lors de l'introduction, le sujet du jour, c'est la rationalisation du monde. Cela dit, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce thème-là sera traité sur deux vidéos et la présente vidéo est la première des deux. Mais avant de revoir l'agenda, je vous propose, comme nous en avons l'habitude, notre petit générique de début. Regard philosophique est une chaîne YouTube et une communauté Patreon qui porte un regard philosophique sur les grandes questions que sont la liberté, l'amour, l'art ou encore la culture, mais aussi sur des sujets de société comme la religion, la politique ou le travail, et également sur des sujets d'actualité comme le numérique, le wokisme ou l'écologie. Si vous aussi, vous souhaitez porter votre regard sur ces sujets et d'autres encore, eh bien, rejoignez-nous. La rationalisation du monde sera donc le thème de cette vidéo et de la vidéo suivante. Dans le cadre de cette première vidéo, nous allons traiter des deux premiers points de l'agenda. Le premier, qui est le passage du capitalisme industriel au capitalisme cognitif. Par les mots industriel ou cognitif, je désigne ce que je considère comme étant le principal carburant du capitalisme. Dans le premier cas de figure, capitalisme industriel, son principal carburant était l'investissement industriel. Dans le deuxième cas, capitalisme cognitif, comme le mot cognitif le suggère, son principal carburant, c'est les données. Deuxième point, ce sera Internet. Tout est sur le net, point de suspension, et ça change tout. Nous verrons les changements apportés par Internet sur un certain nombre de dimensions comme la commercialisation, la socialisation, la militarisation, etc. Robots et intelligence artificielle, nouveaux acteurs sociaux, je ne développe pas ici puisqu'ils seront l'objet de la deuxième vidéo et je ferai un rappel sur leur contenu à la fin de cette même vidéo. Du capitalisme industriel au capitalisme cognitif. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, deux grandes figures illustrent ces deux formes de capitalisme. Karl Marx en ce qui concerne le capitalisme industriel et Steve Jobs en ce qui concerne le capitalisme cognitif. Pour ce qui est du capitalisme industriel, c'est une forme de capitalisme qui a été dominante dans toute la période après-guerre. Évidemment, il fallait tout reconstruire. Et durant cette période, grosso modo les 30 glorieuses, durant toute cette période, eh bien, le capital s'orientait vers l'industrie tout simplement parce qu'il y trouvait une bonne rémunération. Passé les 30 glorieuses, nous sommes entrés dans une deuxième forme de capitalisme qui est le capitalisme financier, dans lequel nous sommes encore assez largement installés. Et comme son nom l'indique, c'est un capitalisme qui est essentiellement fondé sur la finance, qui n'est pas celui qui nous intéresse ici. La troisième forme de capitalisme, dans laquelle nous entrons et nous nous engageons de plus en plus, c'est le capitalisme cognitif, pour lequel le carburant, c'est la donnée, c'est vos données, nos données, les datas. Pour cette raison que quelqu'un comme Steve Jobs en est vraiment la figure la plus représentative. Alors pour parler de cette transition, nous allons voir quatre points principaux et je vous propose donc que nous nous intéressions au premier de ces 4 points. Première dimension, le numérique est bien évidemment un secteur en soi. Je peux très bien analyser le numérique de la même manière que j'analyserai
le secteur automobile ou celui de la chimie, et dire, bon ben voilà, il représente tant d'activités, tant de chiffre d'affaires mondial, et ainsi de suite. Ce n'est pas ce qui constitue évidemment sa principale caractéristique, puisque, nous le savons tous, le numérique a ceci de très particulier, c'est qu'il se trouve dans tous les autres secteurs. Et évidemment, il les bouleverse. On va le voir. En effet, il contribue à améliorer les produits et les services existants de tous les autres secteurs de l'activité économique. C'est en informatisant la comptabilité que les entreprises ont réduit leurs coûts d'administration. C'est en informatisant la production que les usines ont une bien meilleure productivité, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est assez classique, on connaît. Cela étant, aujourd'hui, le numérique commence à pénétrer d'autres secteurs où ces impacts sont là, pour le coup, nouveaux, différents. Prenons un exemple très simple. La voiture autonome. La voiture autonome est un véhicule qui utilise beaucoup de technologies numériques pour pouvoir se passer d'un chauffeur. Le problème, c'est que la voiture serait à même de prendre un certain nombre de décisions qui, normalement, sont prises par le conducteur. Je m'explique. La voiture se trouve dans une situation où, de manière très inopinée, un groupe d'enfants traverse la route. Et l'analyse de la situation fait que la seule possibilité, c'est soit d'écraser le groupe d'enfants, soit de précipiter la voiture dans le mur. Vous voyez très bien qu'une telle décision, si elle devait être prise par un humain à la place du conducteur, ne serait pas du tout exempte de considérations très personnelles, voire égoïstes. À l'inverse, si je suis dans un véhicule autonome et que je sais que ce véhicule-là pourra éventuellement décider de précipiter la voiture et moi avec contre un mur, il n'est pas du tout évident que j'accepterai de monter dans une telle voiture. De plus, ceci soulève beaucoup de questions, notamment sur le plan assurantiel. Si la même voiture autonome descend dans un parking toute seule, par exemple, et qu'elle a un accident, qui est responsable? Si je prends le code actuel, c'est le propriétaire qui est responsable. Mais le propriétaire n'étant pas le conducteur au moment de l'accident, est-ce que c'est lui? Mais si ce n'est pas lui, est-ce que c'est le constructeur de voiture? Si ce n'est pas le constructeur de voiture, est-ce que c'est la société qui a développé le logiciel? Vous voyez très bien que ces nouveaux usages que permettent le numérique sur d'autres activités économiques ouvrent un champ de questions tout à fait considérable. Deuxième grande caractéristique du capitalisme cognitif, c'est ce que les économistes appellent le rendement croissant d'adoption. Le rendement croissant d'adoption, comme vous pouvez le lire à l'écran, favorise l'émergence de positions dominantes. Et c'est d'autant plus vrai que, en ce qui concerne le numérique, on le voit tous les jours. Sa dimension n'est pas nationale, elle est mondiale. Le rendement croissant d'adoption, c'est donc un mécanisme qui fait que, comme vous pouvez le lire sur votre écran, plus une technologie est adoptée, plus elle devient attractive et performante, et plus elle est adoptée. On parle d'auto-renforcement. Certains emploient même l'expression d'effet d'avalanche. L'exemple le plus caractéristique de ce rendement croissant d'adoption,
Ben, c'est le moteur de recherche Google. Souvenez-vous, lorsque Google est arrivé sur le marché, il y avait déjà des tas d'autres moteurs de recherche. La question est donc, pourquoi, très rapidement, Google a littéralement capté ce marché-là? Alors, les raisons, on ne va pas les analyser ici, puisqu'elles sont un petit peu plus compliquées, mais globalement, euh, la grande raison, une des grandes raisons qui a fait que Google, en tant que moteur de recherche, a tout de suite beaucoup plu, c'est qu'il présentait les résultats par ordre de popularité, si j'ose dire. Très vite, les utilisateurs ont compris que c'est sur la première page de résultats que présentait Google suite à une recherche qu'ils avaient le plus de chances de trouver les meilleurs sites. Ayant compris ça, eh bien, tout le monde a littéralement abandonné les autres moteurs de recherche. La principale conséquence que cela a eue, ça a été tout simplement de donner à Google une situation quasi monopolistique. Si vous regardez aujourd'hui un graphique des parts de marché des différents moteurs de recherche, c'est flagrant. Vous voyez que Google a, ça dépend des régions, selon qu'on regarde l'Europe toute seule, les États-Unis toute seule ou le monde entier, mais grosso modo, vous avez un acteur qui a entre 80 et 85%, voire plus, des parts de marché mondial des moteurs de recherche. D'où l'expression de winner take all, c'est-à-dire que c'est le gagnant qui rafle toute la mise. Troisième grande caractéristique du capitalisme cognitif, et pas des moindres, c'est l'exploitation du travail gratuit des utilisateurs et des données produites par eux sur eux. Quand je parle de travail gratuit, si vous me permettez l'image, Karl Marx fait 3 tours dans sa tombe. En effet, nous savons depuis Karl Marx que la création de valeur est le produit du capital et du travail. Et que capital comme travail sont tous deux rémunérés. Et bien évidemment, la rémunération du travail, c'est tout l'objet des discussions entre patronat et syndicats depuis des années et des années. Mais jamais, au grand jamais, Karl Marx avait imaginé qu'il pourrait y avoir du travail non rémunéré, du travail gratuit. Or, c'est très exactement ce que fait le numérique et dans des proportions tout à fait considérables. Pourquoi c'est considérable? Pour une raison très simple. C'est que, encore une fois, prenons un exemple. Je reviens à Google. Chez Google, il y a un certain nombre d'employés, quelques milliers d'employés. Et ces employés-là, Google leur verse un salaire. Plutôt bien d'ailleurs, hein, ils sont plutôt bien payés. Mais ces employés, s'ils contribuent à la création de valeur de la société Google en développant les logiciels, en entretenant les serveurs et ainsi de suite, ce n'est pas eux qui créent la plus grande part de la valeur. Ceux qui créent la plus grande part de la valeur, ce sont les millions, les dizaines, les centaines de millions d'utilisateurs de Google qui, par l'analyse de leurs données, permet à Google de réaliser l'essentiel de son chiffre d'affaires. C'est ce que vous voyez à l'écran. C'est l'exploitation intensive de ces données qui crée la valeur. On n'est pas dans la même échelle. On a quelques milliers d'employés, on a des dizaines et des centaines de millions d'utilisateurs. Au bout du compte, comme vous pouvez le lire, c'est la captation par quelques-uns, les actionnaires de Google, de la valeur sociale créée par tous, je pourrais rajouter par tous les utilisateurs de Google. C'est donc une création de valeur issue du travail gratuit, issue des données gratuites de millions et de millions d'utilisateurs
qui est capté uniquement par quelques individus que sont les actionnaires de Google. Quatrième grande conséquence de ce passage au capitalisme cognitif, c'est un impact sans précédent, un impact extrêmement important sur les pays et l'économie. Premier impact, c'est au niveau des pays, essentiellement droit fiscal. En effet, par définition, j'ai envie de dire, le numérique est mondial. Le numérique ne connaît pas les frontières. Et on voit très bien d'ailleurs tout ce qui oppose aujourd'hui les États-Unis et l'Union européenne sur la question de réguler ou ne pas réguler les entreprises du numérique illustre à merveille ce débat où nous avons côté états-unien une volonté de libéralisme échevelé, non contrôlé, sans le moindre contrôle, et nous avons du côté de l'Union européenne une volonté non pas d'interdire, mais de réguler. En ce qui concerne le droit fiscal, on le sait tous, ces grandes multinationales numériques, par le jeu des échanges internes, localisent leurs bénéfices dans les pays où la fiscalité est la plus avantageuse pour eux. Et il est très clair que dans bon nombre de pays, la fiscalité payée par ces entreprises ne correspond en rien au chiffre d'affaires qu'elles réalisent dans les mêmes pays. Le deuxième impact s'observe de manière très flagrante dans le commerce en ligne, où bon nombre de consommateurs aujourd'hui réalisent de plus en plus d'achats sur des plateformes Internet en lieu et place des véritables commerces, des boutiques, des zones commerciales. Et bien sûr, cela introduit une concurrence qui est très difficile, voire impossible à maintenir pour les petits commerces, parce que vous avez la petite boutique de centre-ville qui a un chiffre d'affaires pas très important, qui a des coûts fixes contre lesquels elle ne peut rien, le loyer, les taxes, enfin tout ce que vous voudrez, et elles ont en face d'eux des multinationales qui réalisent des chiffres d'affaires qui n'ont aucun rapport et qui, en plus, n'ont pas du tout les mêmes structures de coûts. La concurrence est fondamentalement déloyale. Pour illustrer ce que l'on vient de dire, je vous ai construit un petit tableau avec quelques chiffres, un tableau que vous voyez dans l'angle supérieur droit de votre écran, où j'ai choisi 3 entreprises qui me semblent assez caractéristiques de notre discours. Le premier, c'est Google, donc je ne reviendrai pas là-dessus, l'entreprise technologique dont nous avons beaucoup parlé déjà. La deuxième, c'est Ford. Ford est le constructeur automobile bien connu, qui lui est caractéristique de ce que pouvait être une industrie durant les 30 Glorieuses, et qui a dû évoluer, évidemment. Et la troisième, c'est Siemens. Alors pourquoi Siemens? Parce que c'est une entreprise qui, certes, commercialise des produits. Ce n'est pas une entreprise de service, mais elle commercialise une grande diversité de produits, ce qui l'oblige à avoir un personnel assez nombreux dans la production, dans la logistique et dans le support aux clients. D'où le nombre d'employés relativement élevé. Donc si on regarde ces 3 entreprises, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai pris le chiffre d'affaires mondial au 31 décembre 2023, le nombre d'employés à la même date, et j'ai fait une petite division toute simple. Quel est le chiffre d'affaires par employé? Vous voyez tout de suite, c'est très flagrant.
Ah, c'est très très flagrant. Regardez, en ce qui concerne Google, nous avons pratiquement 1,7 million de dollars par employé. C'est considérable. À l'autre extrémité, nous avons Siemens, où nous avons un petit quart de million de dollars de chiffre d'affaires par employé. Vous avez vu le rapport, 650 fois moins. Donc vous voyez très bien qu'une société comme Google, qui est d'abord très monoproduit d'une certaine manière, hein, très monoproduit, qui est une société très représentative du numérique, qui ne vend pas de produits physiques, qui n'a donc pas tous les problèmes logistiques d'un Siemens ou d'un Ford, okay, et qui est capable d'avoir, avec un petit nombre d'employés et une forte concentration de capital, eh bien, un revenu par employé que ne pourront jamais atteindre ni Ford ni Siemens. Un post-it pour résumer ce qu'est le capitalisme cognitif. Première phrase, tout ce qui est numérisable sera numérisé. Cette phrase est très très importante. C'est d'ailleurs ce que l'informatique a toujours fait. Si je reprends mon exemple de la comptabilité, eh bien c'est très simple. Avant, il y avait des centaines d'employés aux écritures, et les écritures comptables, c'est quelque chose qui se numérise très bien, et bien on l'a fait. Et il n'y a plus d'employés aux écritures. Donc tout ce qui est numérisable sera numérisé. Et deuxième point, vous verrez quand on parlera des robots et de l'IA, c'est un point majeur, tout ce qui est automatisable sera automatisé. Il n'y a pas de raison pour lesquelles les entreprises ne le fassent pas. Les entreprises ont pour devise permanente, si j'ose dire, hein, pour créer la valeur, d'optimiser l'utilisation qu'elles font du capital et du travail. C'est une préoccupation absolument permanente. Et sachant que le capital coûte moins cher que le travail, à chaque fois qu'elles pourront automatiser, c'est-à-dire remplacer du travail par du capital, elles le feront. Et pas parce qu'elles sont méchantes ou antisociales, tout simplement parce que c'est dû à leur logique de fonctionnement. Troisième phrase, tout ce qui est numérisé et automatisé sera sur le net. Encore une fois, nous entrons, s'il y a bien, je crois, une industrie dans laquelle le qualificatif de mondialisation s'applique, c'est le numérique, c'est tout à fait clair. Et à travers Internet, eh bien, le marché du numérique, c'est la planète entière. Et enfin, tout ce qui est sur le net sera gratuit. Je pense que vous avez noté les guillemets. Vous connaissez tous la phrase. Quand c'est gratuit, le produit c'est vous. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un nouveau modèle. C'est un nouveau modèle où on donne de la valeur, et souvent une très bonne valeur, hein, gratuitement aux utilisateurs qu'ils payent avec leurs données. C'est un modèle qui est complètement inversé par rapport au modèle traditionnel. Deuxième aspect très important qui caractérise la rationalisation du monde par le numérique, Internet. Vous voyez la phrase, hein, tout est sur le net, point de suspension, et ça change tout. Mais avant de rentrer dans la description des différentes dimensions que le numérique a pu changer, je vous propose que nous lisions la petite citation qui se trouve sur la gauche de votre écran, car elle va nous permettre de mesurer l'immense décalage entre les espoirs qui ont été suscités par l'arrivée d'Internet et ce que nous en avons fait. Cette déclaration, vous voyez son titre, hein, c'est la déclaration d'indépendance du cyberspace, et nous la devons à John Perry Barlow, qui l'a publié donc en 1996 à Davos. Alors, Davos, ça ne manque pas d'humour quand on sait que ceux qui se réunissent à Davos aujourd'hui ne partagent pas forcément les idées de John Perry Barlow. Lisons la citation. Elle est très emphatique, hein, je ne vous le cache pas. Gouvernement du monde industriel, vous géants fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberspace
le nouveau domicile de l'esprit. Ouais, je l'avais dit, hein, c'est emphatique. Au nom du futur, je vous demande à vous du passé de nous laisser tranquilles. Même veine. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. C'est très clair. Vous n'avez pas de souveraineté là où nous nous rassemblons. Vous voyez que cette citation était porteuse d'un espoir de renverser la table, en fait, hein, de balayer les vieux mécanismes de l'économie des mondes occidentaux. Je pense que c'est très intéressant de voir aujourd'hui que nous avons totalement raté cet objectif. Je vous propose donc de regarder ce qui a changé sur 4 dimensions. Et la première d'entre elles, c'est la commercialisation. Nous l'avons déjà assez largement évoqué, hein, avec le e-commerce et le m-commerce. Le m étant pour mobile, hein, c'est-à-dire les applications que vous utilisez sur vos smartphones. Et surtout, la dématérialisation et la numérisation des biens, de la monnaie et des documents. C'est très clair. Vous rappelez la phrase de slide précédent. Tout ce qui peut être numérisé sera numérisé. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons. C'est-à-dire que tous les biens et services numérisables sont numérisés. Et en termes de biens, le premier d'entre eux, si j'ose dire, la monnaie. La monnaie, aujourd'hui, je vous signale quand même que 95%, voire plus, de la masse monétaire mondiale est numérisée. La part fiduciaire, c'est-à-dire les monnaies sonnantes et trébuchantes, hein, est inférieure à 5%, et il ne vous aura pas échappé qu'avec toutes les applications que l'on vous propose permettant de payer avec votre smartphone, eh bien, vise à réduire cette part de monnaie fiduciaire. Et cela présente bien évidemment des avantages majeurs, d'une part pour les acteurs économiques comme les banques. Traiter une transaction électronique coûte infiniment moins cher que de traiter un chèque, ou même de traiter une transaction par carte de paiement physique. Et puis également pour les gouvernements, les administrations fiscales, puisque tout ce qui est payé par transaction numérique est parfaitement traçable. En ce qui concerne les documents, on en a parlé également lorsque nous avons évoqué les principaux impacts du numérique sur la société. Avec la dématérialisation des documents, nous avons, en ce qui les concerne, effacé l'espace et contracté le temps. Vous vous rappelez mon exemple hein, d'un mail que vous envoyez à votre correspondant à Pékin avec copie votre collègue voisin de bureau, eh bien le même mail arrive à quelques millisecondes près en même temps. Alors que si vous deviez envoyer un courrier papier, eh bien vous n'êtes plus du tout dans la même échelle de temps, puisque même un courrier par avion vous aurez pris plusieurs jours. Deuxième conséquence, et c'est une conséquence très très importante, l'intermédiation. Alors, on va d'abord lire la phrase. Intermédiation avec plus de transparence, de fluidité, de segmentation et des infomédiaires oligopolistiques, voire monopolistiques. Alors, le numérique n'a rien inventé en la matière, en fait. Le modèle de l'intermédiation est un modèle sur lequel s'est fondée la grande distribution. La grande distribution, si vous prenez la chaîne de valeur, création du produit, commercialisation du produit, livraison du produit, eh bien, la grande distribution s'est installée à la place de la commercialisation du produit. Et ils ont un rapport de force très important avec les producteurs d'un côté. Ils vont dire aux maraîchers du coin, eh ben, écoute mon gars, tu dois me livrer tes salades au pied du magasin demain matin,
et je te les paierai à 3 mois, alors que moi, je vais les vendre dans la journée. Et si tu n'es pas d'accord, va voir ailleurs. Hein, parce que moi, je suis capable de t'offrir des volumes de vente que tu ne seras pas capable d'avoir par toi-même. Et puis, vis-à-vis de l'autre côté, c'est la puissance d'achat vis-à-vis du consommateur, où le consommateur va tout acheter au même endroit, au lieu d'aller dans plusieurs boutiques. Donc ce modèle est ancien. Ce modèle est très ancien, et ce modèle a été repris par ce que l'on appelle les plateformes. Hein, Airbnb, magnifique exemple. Uber, deuxième exemple magnifique. Hein, où vous avez des infomédiaires, donc je pense que vous comprenez mieux le terme maintenant. Ils se sont positionnés comme intermédiaires nécessaires et inévitables entre les fournisseurs, ceux qui ont des appartements loués dans le cas de Airbnb, et ceux qui vont louer les mêmes appartements. Et en tant qu'infomédiaire, il n'y a pas de problème. Ils prennent une commission sur le loueur et ils prennent une commission sur le locataire, ce qui est un excellent business. Je le répète, il n'y a qu'à voir les résultats de Airbnb. Et c'est une position quasi monopolistique qui, comme on peut le voir, a des impacts très très forts sur nos centres-villes. Troisième grand changement, la socialisation. Alors là, s'il y a bien un changement qui est euh, plus que visible, c'est bien celui-là. C'est la transformation et le renouvellement du lien social avec des nouvelles pratiques. C'est les réseaux sociaux, c'est les blogs. Et d'un point de vue philosophique d'ailleurs, hein, c'est sûrement le point le plus intéressant des trois, car il a directement impacté notre façon de socialiser. Il a directement impacté la façon dont nous vivons avec les autres. Il a directement impacté la façon dont nous considérons l'altérité. Nous le voyons tous les jours. Hein. Nous constatons par exemple que dans les réseaux sociaux, il y a une tendance très très forte à rester entre soi, à former des communautés et à rejeter les autres. Nous voyons également que cela a comme impact le fait qu'un certain nombre d'entre nous, si vous me permettez l'expression, vont se lâcher. Les propos haineux et racistes, méchants, enfin tout ce que vous voudrez, sont devenus une banalité aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc est-ce que le net a changé notre façon de socialiser? Oui, et j'ajouterai en profondeur. Quatrième et dernière dimension, la militarisation et la surveillance. En ce qui concerne la militarisation, c'est un terme un petit peu large qui englobe tout ce que sont les cyberattaques qui visent à voler des données ou à faire ce que l'on appelle des attaques en déni de service, c'est-à-dire à bloquer le site web d'une institution. C'est aussi la manipulation. On l'a vu beaucoup avec les fameux scandales de manipulation des opinions au moment d'élections dans un certain nombre de pays. Et ce qui est très caractéristique de cela, ce qui justifie d'ailleurs le mot militarisation, c'est que ceci est très souvent pas seulement le fait de hackers, de bandits, mais c'est aussi de plus en plus une arme utilisée par les États. Comme chacun sait, en ce moment, la Russie est très en avance sur l'utilisation de ces armes-là. Et enfin, c'est le passage à de la surveillance ciblée à la surveillance de masse. Bon, alors là, l'exemple du pays le plus à la pointe de cela, tout le monde le sait, c'est la Chine. Hein. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que on passe du ciblé à la masse. Je m'explique. Avec les technologies, les moyens traditionnels,
Si jamais tel ou tel organisme d'État, la police française, décidait de s'intéresser à moi, eh bien, elle montait une équipe. Et cette équipe allait me surveiller, allait éplucher mes données, mais enfin tout ce que vous voudrez, et finirait par tout savoir sur moi. Il n'y a pas de problème. Par contre, elle n'aurait pas pour autant surveillé tous les habitants de la ville dans laquelle j'habite, qui elle est une surveillance de masse. Pourquoi? Ben pour une raison très simple. C'était technologiquement et financièrement impensable. Ce qu'a changé le numérique, c'est qu'il a baissé le coût de la surveillance de masse. C'est un fait majeur. Aujourd'hui, pour faire de la surveillance de masse, eh bien, il suffit d'acquérir quelques caméras numériques qui coûtent très peu cher, d'acquérir des logiciels qui coûtent très peu cher également, et de mettre en place tout un système qui permet de surveiller toute une population. Vous voyez que le paradigme a été inversé. Dans le paradigme ancien, j'identifie la personne que je veux surveiller et je la surveille. Dans le paradigme nouveau, je surveille tout le monde et je verrai bien ce que je trouve. Et tout ça, évidemment, est possible parce que le coût des technologies numériques sont extrêmement bas et permettent cette surveillance de masse. Bien, comme je l'ai indiqué au début de cette vidéo, la rationalisation du monde est traitée sur 2 vidéos. Nous arrivons à la fin de la première vidéo et je vous donne donc rendez-vous pour la deuxième partie de la rationalisation du monde. Mais avant cela, comme nous en avons l'habitude, notre petit générique de fin. J'espère vous avoir donné envie de rester avec nous. Aussi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. De plus, si vous avez aimé, merci de poster un petit like et pourquoi pas vous abonner. Nous sommes donc toujours dans la rationalisation du monde et notre prochaine vidéo sur ce thème traitera de la question robots et intelligence artificielle, nouveaux acteurs sociaux, auxquels nous ajouterons un certain nombre de remarques générales à l'ensemble du thème. J'espère donc vous retrouver pour cette deuxième partie et je vous dis merci, au revoir et à bientôt.